Salut. Vous vous souvenez, il y a bientôt 14 ans quand Airbnb est arrivé en France? Ah, parce qu'il faut avouer que le machin à la base c'est une vraie révolution. Parce qu'à l'époque, t'avais que deux véritables solutions, c'était soit tu prenais l'hôtel et par rapport au nombre que tu étais et au nombre de nuitées que tu prenais, ça pouvait carrément te coûter 2 SMIC et demi pour 3 nuits, sans compter les petits restaurants à côté, parce que oui, clairement, faut se substanter, faut se nourrir, faut ingurgiter de la nourriture pour vivre. Soit tu t'entassais à 12 dans le salon de ton pote ou de ta famille. Et j'ai vu ça. J'ai vécu ça. Et vous voulez pas vivre ça. Surtout si le repas du soir c'était de la feijoade. Mais avec l'arrivée de Airbnb, venez, je vais dire BNB parce que si je dois répéter tout le temps Airbnb, ça va très vite me casser les chambres d'hôtes. Donc je disais, avec l'arrivée de BNB en France, une véritable révolution est arrivée. T'as la possibilité de louer une simple chambre chez l'habitant ou un logement entier. Selon le nombre de personnes que tu es ou le budget que tu as, tu trouveras toujours chaussures à ton pied. Pourquoi j'utilise cette expression de vieux ? Je ne sais pas. Et l'un des vrais côtés positifs à tout ça, c'est de pouvoir cuisiner au logement loué. Parce que oui, clairement, on finit les sorties à plusieurs milliers de centaines d'euros pour pouvoir te sustenter. Là, t'achètes juste 1 kilo de pâtes à 1 euro, je sais pas combien, ça dépend clairement de la marque que tu préfères. Personnellement, j'aime beaucoup les Barilla, mais ça, c'est un autre débat. Et tu te retrouves à avoir 3-4 repas facilement faits. Bon, des repas fades et sans saveur, mais t'as de quoi te sustenter et avoir un minimum d'énergie. Mais fade et sans saveur quand même. Sauf qu'avec le temps, la petite start-up sans prétention en devenir s'est mise, sûrement malgré elle, dans un cancer qui ronge notre société depuis quelques temps maintenant, la crise locative. Bon, je sais pas dans quoi je m'embarque avec cette vidéo, mais j'y vais. Ouais, bah, ça fait quand même 3 semaines que j'essaye d'écrire cette vidéo, et j'arrive pas vraiment à m'en sortir. Mais bon, j'ai quand même décidé de me lancer, et on verra bien ce que ça donne. Surtout que j'espère qu'elle va être bien. Et vous savez ce qui serait bien, c'est que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube. On est bientôt 10 000, et c'est pas vrai, toujours pas. Faut vraiment que j'arrête de dire cette connerie. Mais abonnez-vous quand même. Les prémices de la crise immobilière remontent à presque 80 ans maintenant. Après la Seconde Guerre mondiale, le parc immobilier français est fracassé. Donc c'est assez compliqué pour la population française de pouvoir se loger dans des conditions assez correctes. Dans les grandes villes, la recherche d'un logement est devenue une entreprise presque toujours vouée à l'échec. 29% des Français n'ont ni eau courante ni électricité. Des centaines de personnes, adultes comme enfants en bas âge, meurent de froid. Littéralement. C'est pas juste une expression pour dire « Tiens chérie, j'ai un peu froid, remets un peu de bois dans le poêle ». Non, il y avait pas de bois et il y avait pas de poêle. La situation économique est tellement catastrophique que des centaines, voire des milliers de bidonvilles se construisent de plus en plus en France, autour des grandes villes ou un peu plus loin dans la pampa. La situation s'est améliorée à partir des années 60 jusqu'au début des années 70. Avec la création de parcs, oui j'aime bien ce mot, parc immobilier, assez conséquent. C'est le début de ce que l'on appelle aujourd'hui les HLM, habitations à loyer modéré. Des grands ensembles, il y en a plusieurs en France. Celui-ci est à quelques minutes de la capitale. Un grand ensemble qui prévoit la réalisation finale de 10 000 logements. On est à peu près à la moitié de l'opération. Les arbres, voyez-vous, sont encore tout jeunes. C'est une véritable révolution qui a permis, malgré toujours le manque de place, le relogement de personnes à situation financière pas folle. Passant de 51 millions d'habitants dans les années 70 à 64 millions en 2008, le parc immobilier français a du mal à suivre. Bon, c'est clair que prendre 13 millions d'habitants de population en 40 ans, ça peut être compliqué à suivre d'un point de vue démographique pour le gouvernement, surtout vu les couilles qu'ils sont. Mais là où le véritable enclenchement de cette crise prend vraiment son intérêt et son effet encore à l'heure actuelle, c'est pendant la crise financière de 2007-2008. Le prix du gasoil, selon l'INSEE, passe en juillet 2007 de 1,10€ à 1,45€ en juillet 2008. En plus de cela, il faut prendre en compte le fait que tout augmente sans que le salaire français ne suive l'inflation. Et étrangement, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Du fait de tout ça, les maisons individuelles qui étaient devenues beaucoup plus populaires grâce à la démocratisation de la voiture dans le milieu des années 70-80, est devenue beaucoup plus inaccessible pour les gens. Entre 2006 et 2008, le taux de crédit IMO est passé de 3,5% à 5% et le nombre de ventes passe de 800 000 à 500 000. C'est une sacrée claque dans la gueule, on va pas se mentir. En bref, tout ça amène à un joyeux bordel économique et locatif. À Paris, le nombre de logements disponibles à la location a diminué de 73%
en 3 ans. Et c'est aussi le cas dans plusieurs grosses villes d'ailleurs. Et en cause à effet, 3 sujets reviennent le plus souvent sur le devant de la scène. Premièrement, la hausse des prix et les prêts à taux assez élevés avec un refus de certaines banques à faire des crédits, même à des foyers plutôt rentables financièrement. Ce qui complique assez le développement du marché immobilier et surtout la libération des appartements ou des logements locatifs par les locataires actuels devenus propriétaires. Petit aparté, mais j'ai aussi vu que des jeunes de la Gen Z, comme on dit, ne souhaitent pas particulièrement acheter de logements. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que ce que j'ai vu c'est pas vrai, mais si vous en faites partie, dites-le moi. Il paraîtrait que ce serait plus facile pour eux de pouvoir déménager dans d'autres pays, d'autres villes, de ne pas acheter de logements et rester locataire pendant plusieurs années. Bref, si vous faites partie de la Gen Z, si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Petite aparté terminée. Deuxièmement, le DPE, diagnostic de performance énergétique. Sur 37 millions de logements recensés en 2023, il y aurait un peu plus de 6 millions de passoires thermiques. Ça fait un peu beaucoup, oui. Et dans tout ça, des travaux de rénovation sont à prévoir. Et qui dit travaux dit crédit, qui dit crédit dit créance. Et qui dit tout ça dit propriétaires obligés de s'occuper de leur logement mis en locatif. Et clairement, très peu de propriétaires sont amenés à faire ce genre de choses. On va pas se mentir, le but c'est de gagner de l'argent, c'est pas d'en dépenser pour en gagner un peu moins. Manque d'isolement, humidité, électricité, plomberie défaillante ou non normée depuis 30 ans, c'est un peu ce que vivent beaucoup de milliers de Français. Pour eux, le logement n'est qu'un revenu supplémentaire, hein, sans forcément s'occuper ou s'intéresser à qui vit dedans du moment que le loyer tombe tous les mois. Clairement, on s'en fout de l'humain derrière et encore plus de la planète. Mais ça, c'est une autre histoire. Et le troisième et dernier point, ce sont les locations BNB. Beaucoup de propriétaires privilégient les locations courte durée pour plusieurs raisons. Premièrement, le revenu. Clairement, on va pas se mentir, la nuitée à la semaine est beaucoup plus rentable que la location au mois. Comme cette histoire de colocataire à Bayonne, le gars avait fait signer un bail locatif saisonnier aux colocataires pour pouvoir les dégager à partir de juin, juillet, août, pour pouvoir se faire 2000 € la semaine, là où avant il se faisait 2000 € au mois. Bien évidemment, plusieurs lois ont été pondues pour pallier à ces abus, comme devoir proposer le même espace en location basique. En gros, si vous avez 120 mètres carrés à louer en BNB, à Britel ou autre, vous devez proposer aussi 120 mètres carrés à la location classique. Parce que oui, certaines personnes investissent dans l'immobilier pour se faire une rente assez sympathique. On va pas se mentir, c'est logique, t'as envie de te faire ton petit business, mais il faut pas non plus être dans l'abus comme certaines personnes le sont actuellement. Deuxièmement, les mauvais locataires font partie aussi de l'équation. Certes, moins nombreux que les propriétaires véreux, ou tout du moins moins recensés parce qu'on ne trouve pas vraiment de chiffres exacts, donc on ne peut pas savoir, ils sont quand même une partie importante de la peur du propriétaire. Mauvais payeurs, dégradation et autres histoires ne donnent pas forcément envie aux proprios de louer leurs biens, sauf qu'il leur faut un minimum de rentabilité. Malgré des histoires de logements dégradés par des clients Airbnb, chose qui reste quand même assez rare, tout du moins en France, ça c'est sûr. L'assurance d'une plateforme aussi développée que Airbnb, aussi populaire et puissante, donne forcément un autre sentiment de sécurité. Il y a aussi le fait de pouvoir louer des logements de catégorie Gruyère, nos régions ont du talent, avec des murs aussi épais que le papier qui me sert à rouler mes cigarettes. Alors oui, je sais que des mesures ont été prises pour éviter ce genre d'abus et ce genre de logement dans les années à venir, mais clairement je pense qu'avec de l'argent, on pourra toujours avoir un DPE positif, parce que oui, clairement, avec l'argent, tout s'achète. Ouais, clairement, tout est fait pour que les proprios soient tentés d'effectuer des locations sur leur site, plutôt que de proposer des baux locatifs plus longs et moins rentables. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des maires et des membres du gouvernement qui essaient de faire en sorte, enfin tout du moins ils essaient le plus possible, de réguler au maximum les abus via les sites de location en ligne. Aujourd'hui, il est encore difficile de bien déglinguer tout ça, mais je pense qu'il est important d'essayer et de lutter contre les abus de ce genre de plateforme, surtout si on veut pouvoir avoir des logements locatifs et surtout réduire au maximum le nombre de familles et de personnes à la rue. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à aller voir une ancienne vidéo à moi. Peace.